se connecte donc en live. Est-ce que ici à Boulogne, vous êtes tous connectés sur Livestorm pour pouvoir répondre aux petites questions qu'on va vous poser? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le faire. Et est-ce que dans le live, on nous entend bien, on voit bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Super. C'est bon, ok. On va pouvoir commencer. Bonjour Hugo. Salut Charlie. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la masterclass. Peut-être que dans un premier temps, on va pouvoir commencer et te présenter. Tout à fait. Alors, l'agenda aujourd'hui, honnêtement, je veux une session qui soit assez interactive et plutôt chill. La raison pour laquelle je suis venu en t-shirt, contrairement à certains, mais je te remercie d'avoir fait cet effort, Charlie. Je vais passer par ce moment indispensable qui est ma vie, mon œuvre, qui est toujours un moment assez relou, mais voilà, nécessaire. Je vais vous parler un peu de Google quand même, rentrer dans le fond du sujet, et puis comme le disait Charlie, il y aura une bonne partie de questions-réponses. Merci d'avoir préparé des éléments, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une conférence et d'avoir cette torpeur à la fin de je ne sais pas quoi poser, puisque voilà, il y a toujours ce moment un peu creepy, donc pareil, on va le détendre. On passe à la suite, voilà, ma vie, mon œuvre. Voilà, je m'appelle Hugo, je suis Strategic Partnerships Development Manager chez Google, des grands titres à l'anglaise qui ne veulent pas dire grand-chose, mais que je vais vous vulgariser dans un instant. Et puis mon parcours. Alors mon parcours, il est assez chaotique d'une certaine manière, mais assez classique. Moi, j'étais au lycée, je voulais faire des études de droit et j'ai commencé des études de droit. Je me suis rendu compte au bout de 3 mois que c'était clairement pas fait pour moi, c'était pas mon truc. Et donc, je suis sorti de ce programme. Après de multiples rebondissements, j'ai atterri dans une école de commerce et je suis passé par la voie sacrée de l'apprentissage qui m'a permis de à la fois construire ce cursus et aussi d'avoir une super expérience professionnelle et en fait de commencer véritablement à se rendre compte de ce que c'est la vie en entreprise. J'ai bossé chez Schwarzkopf, j'ai bossé chez Mattel en tant que Key Account Manager sur Amazon. Et ce qui m'a d'ailleurs donné l'occasion de déjà intervenir à l'IPAC Bachelor Factory sur une masterclass et un Factory Game. Et je suis rentré chez Google en plein milieu du Covid en 2020. Dans un premier temps, dans des équipes qui s'appellent GCS, qui s'occupent concrètement de la relation avec des entreprises pour leur vendre du Google Ads notamment, et puis pour construire leur stratégie d'acquisition et de SEA. Et par la suite, j'ai été promu et j'ai eu la chance de passer sur ce job que j'occupe actuellement. On peut passer à la suite. Voilà, c'est une slide comme je les aime, il y a du texte, on s'en tamponne, d'accord? Le plus important, ça va être ce que je vais vous dire. Ce que je fais au quotidien, concrètement, c'est à la fois un rôle d'acheteur et à la fois un rôle de construire de la relation avec des partenaires. Puisque malgré le fait qu'on va s'intéresser de l'IA, Dieu merci, on a encore des relations entre êtres humains. Et donc concrètement, mon job, c'est d'être un chef d'orchestre entre plusieurs équipes chez Google. Donc il va y avoir des équipes juridiques, des équipes comptables, des équipes qu'on appelle du product management, des équipes ingénierie, etc. Et concrètement, quand on développe un produit, quand on veut faire une maintenance de ce produit, une évolution, on va s'intéresser à pourquoi on le fait. Et donc, moi, mon job, ça va être de prendre une sorte de brief du product manager, de dire, on veut développer ça, on a besoin de telles données, on a besoin de tel partenaire. Et en fait, je vais m'occuper de transposer ça dans les marchés et les verticales que j'occupe. Donc typiquement, je m'occupe du sport, je m'occupe des médias, je m'occupe de la finance et d'autres verticales en France et au Moyen-Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, si vous êtes fan de sport et que vous allez sur Google Search pour regarder les résultats d'un match, vous voyez normalement apparaître les résultats en direct, un petit lien vers un live stream qui vous dit c'est sur TF1, c'est sur Canal, etc. Éventuellement des vidéos. Concrètement, ça c'est mon job, de les faire apparaître et de m'assurer que les utilisateurs, quand ils veulent avoir des résultats pertinents sur un match, ils aillent sur Google et du coup ils découvrent le contenu ou ils vivent l'expérience live. C'est ça mon job concrètement. Le truc sur lequel je veux insister, par contre, sur cette slide, et le seul truc à retenir, c'est, comme je vous l'ai dit, mon parcours, je me suis réorienté, j'ai changé aussi d'univers, j'ai changé de choses. À chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir dans des écoles de manière générale, je vous dis un truc. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de changer. En fait, les générations qu'on est et que vous êtes d'autant plus, vous n'allez pas faire la même carrière dans la même boîte. Donc vous avez le droit de découvrir des choses et soyez curieux. La deuxième chose, c'est on a le droit de ne pas savoir,
On a le droit d'échouer, parce que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage, d'accord? On a le droit d'avoir des hésitations. Par contre, on n'a plus du tout le droit de ne pas faire l'effort de chercher. Plus que jamais, via l'IA, via Google Search, via plein de moteurs de recherche, vous avez l'occasion de découvrir de la connaissance et de vous faire votre propre opinion et d'emmagasiner des sources. Soyez curieux, prenez cette démarche. Parce qu'au-delà du thème qu'on va aborder aujourd'hui, les rôles que vous allez avoir demain et les opportunités que vous allez avoir demain, elles sont intrinsèquement liées à l'IA et à votre curiosité à avoir fait la démarche de chercher. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui se présentent en entretien. Et en fait, on peut tout de suite voir la personne qui est curieuse, qui a envie, qui est motivée, de celle qui, clairement, ne fait pas l'effort de chercher. En fait, on a véritablement le droit de ne pas savoir. Maintenant, on n'est plus à une époque où il fallait aller à la BU, ouvrir des bouquins, passer 3 heures et compagnie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des résultats, vous pouvez avoir de la donnée en quelques instants. Et c'est ça qui est vraiment clé pour demain. Voilà. Si on passe à l'IA et mon quotidien. Concrètement, bien sûr, je suis biberonné aux produits d'IA Google, mais on va ouvrir sur le fait que forcément, nous ne sommes pas les seuls, et Dieu merci, dans l'écosystème. Concrètement, je l'utilise pourquoi ? Alors, on a Gemini dans un premier temps. Gemini, c'est donc l'IA de Google. C'est un truc qui, déjà, sur une partie conférence et visio, a changé ma vie. Ça prend des notes, ça rédige des emails de follow-up et ça peut les envoyer. Et rien que ça fait économiser un temps et une énergie où vous n'êtes plus là à prendre des notes, à ne pas savoir et compagnie. Donc, vous pouvez véritablement être connecté avec les gens, être avec eux, comprendre, interagir et le reste fait. Donc ça, c'est énorme. Bien sûr, vous avez toute une partie d'aide à la rédaction de documents, etc. Un deuxième outil qui s'appelle Nano Banana. Alors, c'est un nom de code que l'équipe marketing a trouvé fun et du coup a répliqué. C'est tout simplement, dans Gemini, la possibilité de modifier les photos. Ça a été lancé assez récemment et il y a eu un boom en termes d'adoption, en termes de qualité. C'est-à-dire que vous pouvez, le champ des possibles est inépuisable, vous pouvez uploader une photo que vous avez prise dans cet outil ou lui demander d'en créer une directement. Et en fait, il va vous reprendre la photo et créer quelque chose de complètement différent. Un champ des applications, par exemple, demain je suis designer ou architecte d'intérieur et je veux rapidement pouvoir donner à mon client une visualisation de la pièce après les travaux. Concrètement, vous prenez une photo, vous lui décrivez ce que vous voulez, il vous sort le truc et honnêtement, les résultats sont absolument bluffants. Donc je vous encourage à être curieux et à tester. Je vais aussi utiliser Notebook LM qui là est un peu plus spécifique, donc c'est un autre outil de la suite qui va vous permettre d'enregistrer des sources et d'entraîner un modèle sur ces sources. Par exemple, demain, vous travaillez dans une entreprise qui fait de l'assurance et des contrats. Vous avez donc ces contrats d'assurance qui font 30, 45 pages. Et en fait, vous allez pouvoir les uploader et poser des questions à partir de ce document. Et on va vous renvoyer précisément au paragraphe. Donc, vous, dans votre vie de tous les jours, c'est déjà des choses que vous pouvez essayer dans vos études. Vous avez un livrable, vous avez un PDF que vous avez récupéré qui fait 50 pages, qui est honnêtement imbuvable et dont vous n'allez pas forcément tout retenir. Vous voulez aller à l'essence même du document ou avoir ou citer des sources précises dans ce document, vous pouvez utiliser cet outil pour super rapidement avoir des débouchés. Et enfin, Flow ou VO, c'est tout simplement de la création de vidéos. On va voir que cette présentation, il y en a pas mal de vidéos. Concrètement, c'est pareil, c'est révolutionnaire. Il n'y a plus forcément besoin de passer par une véritable agence créa, etc. pour produire du contenu même de basse qualité, entre guillemets. Parce que vous avez la possibilité de le faire à partir de quelques lignes directement sur cet outil. C'est vraiment top. Bien entendu, si vous voulez un résultat avec de la technique, avec de la rédaction, de l'éditorialité, ce genre de choses, Dieu merci, les métiers de la communication et les agences créa existent et continueront d'exister puisqu'elles ne vont pas être complètement remplacées par ces outils, en tout cas dans les prochaines années. Voilà. On passe sur Google, on va quand même s'en parler un peu. Bon, je suis désolé, c'est des slides en anglais, c'est très corporate. Pareil, on va les vulgariser, on va se faire ça rapidement. La mission que Google s'est donnée, c'est d'organiser l'information dans le monde et d'organiser l'information du mieux possible. Ce qui a fait le succès de Google Search, c'est tout simplement que quand on va chercher une info, on a des résultats de recherche qui apparaissent. Et ces résultats de recherche qui apparaissent, c'est ceux qui sont pertinents pour l'utilisateur et qui sont entre guillemets sécurisés. C'est des sources officielles. Derrière ça, concrètement, il y a, y compris dans mon équipe, des gens qui bossent dessus. Je vais vous prendre un cas pratique. Pendant le Covid, vous cherchiez des infos sur Google Search sur comment vous faire vacciner, c'était quoi le taux d'incidence, etc. Ça, c'était des travaux qui étaient faits dans chaque pays avec les gouvernements ou les organisations en charge de la santé pour donner aux utilisateurs des véritables informations et donc éviter une énorme partie des fake news qui sont
partie intégrante aujourd'hui de la société et de la vie, mais qui peuvent avoir des répercussions terribles sur les utilisateurs et donc la société. Et donc c'est super important qu'on continue à avoir ça. Et voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Comment on est structuré? Écoute, les deux slides sont logiques. Google est avant tout une boîte d'ingénieurs. Il y a une énorme partie tech et une énorme partie de gens qui sont des développeurs, qui sont des ingénieurs, qui sont des codeurs, qui travaillent là-dedans et qui créent cette expérience que vous connaissez. À côté de ça, on a des entités dites support, Global Business Organization, dont je fais partie, qui vont être des équipes, par exemple, sales, donc vous avez un peu l'habitude, qui vont être des équipes spécifiques, par exemple, sur Google Cloud, ce genre de choses. Et vous avez d'autres équipes support qui font partie intrinsèquement de la vie d'une entreprise, le département juridique, département comptable, etc. Et bien sûr, on est implanté partout dans le monde. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et on peut même passer à la suite en disant que ce qui fait la spécificité de cette boîte, c'est quoi? C'est avant tout sa culture. C'est une boîte, si vous voulez, où on est là pour véritablement travailler pour les utilisateurs. Et ces utilisateurs, ils sont représentés dans nos équipes. Je vais y venir dans un instant. La diversité et l'inclusion, c'est l'ADN même de cette entreprise. Et en fait, c'est ce qui crée la richesse de l'expérience. À la fois quelque chose de globalisé dans l'interface, mais aussi quelque chose d'hyper connecté au tissu local et au maillage culturel. En termes de workspace, je pense que vous l'avez vu, c'est pareil. On a des locaux qui sont quand même très sympas, qui sont forcément assez ludiques. On pourrait passer des heures à vous décrire l'ensemble des avantages de cette entreprise, mais si vous voulez, on pourra prendre le temps à l'issue pour prendre vos questions là-dessus. Et c'est véritablement, on va le voir aussi, un point d'engagement avec les communautés locales. Vas-y. Pourquoi cette slide-là, je l'ai gardée? C'est tout simplement pour vous dire que le fait aussi qu'on vienne vous voir aujourd'hui, qu'on entende et qu'on vous écoute, ça nous permet de prendre vos feedbacks et d'améliorer les produits. Et véritablement, c'est-à-dire que c'est super important pour vous, pour nous et pour vous, de construire des produits qui vous ressemblent et qui sont pertinents. Et du coup, pour ça, il nous faut vos retours, parce que naturellement, il y a des choses à améliorer, parce que ça reste un filet de pêche, il y a des trous, il y a des choses qui passent, et c'est grâce à ce genre d'exercice qu'on arrive aussi à développer le futur. Et enfin, les deux dernières slides. Je vous le disais, la partie diversité-inclusion, c'est l'ADN même de cette boîte. En fait, on a ce qu'on appelle des Employee Resource Groups, qui sont concrètement des groupes d'employés volontaires, qui sont soit issus d'une communauté, soit qui sont dits des alliés, et qui vont en fait rentrer dans ces ERG pour faire valoir justement en fait, toute une partie diversité et inclusion. Donc on va avoir par exemple le Black Google Network, qui est concrètement dans le monde l'ensemble des Googlers qui sont issus de la communauté Black ou qui sont alliés, et qui vont valoriser par exemple le Black History Month, qui vont valoriser un pan de culture qui soit afro-américaine par exemple, ou alors également auprès de nos collègues qui sont en Sub-Saharan Africa. On va avoir la même chose pour des Googlers, par exemple de la communauté LGBTQIA+, pour les Greyglers, en fonction des origines, mais aussi en fonction des opinions religieuses, etc. Et ce qui fait... vas-y, passe sur la slide d'après. Nickel. Et en fait, ce qui nous permet aussi d'avoir un attachement en lien avec ces ERG et les communautés locales, c'est la partie giving back. On est obligé, et ça se fait de manière très volontaire, chaque année, à faire des dons auprès d'entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on a une campagne en fin d'année où chaque employé reçoit $400 de crédit, et ces $400 de crédit, on peut les donner à l'association de notre choix. Et dans tout ça, on a aussi un grand moment qui s'appelle Google Serve, et qui permet en fait de banaliser des jours dans l'année où nos employés vont faire des missions de bénévolat dans des associations pour plein de causes. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, avec vous, peut en faire partie. C'est-à-dire, c'est d'aller vulgariser un peu ou ouvrir la voie à des sujets auprès d'étudiants dans les différentes villes du monde sur des sujets en lien avec Google, en lien avec la société. Voilà. Je te repasse le micro. Merci Hugo. Donc on va maintenant s'intéresser un peu plus au développement durable en lien avec l'IA, qui était donc le sujet principal de cette masterclass. Voir comment justement l'IA, est-ce que déjà on peut concilier l'IA et développement durable? Si oui, dans quelle mesure et comment elle pourrait nous venir en aide? Merci. Bon. Là, je vais prendre un peu plus de temps et promis, je vais parler moins vite. On rentre dans le vif du sujet. Ce sujet,
on ne va pas le traiter en 1 heure, d'accord? On va l'effleurer et vous allez repartir de cette salle et en visio avec beaucoup de questions. Et c'est tout à fait l'objectif. Je suis désolé, on va reposer des bases de ce qu'en sont le développement durable et de ce que c'est la RSE, d'accord? Le développement durable, c'est donc un concept qui vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, d'accord? Ça, c'est un élément primordial. La RSE, c'est une approche volontaire des entreprises qui, forcément, depuis un certain nombre d'années maintenant, est en évolution et en expansion, qui permet justement d'intégrer l'impact qui va être fait sur l'environnement, sur la société ou aussi sur le plan économique, et donc de limiter les externalités négatives des entreprises de ce point de vue-là. L'ensemble des deux, en fait, arrive sur un concept qu'on appelle le triple bottom line, qui est concrètement la quantification de l'impact, une fois de plus, de manière environnementale, économique et sociétale. Et en fait, c'est les 3 approches qu'on va prendre aujourd'hui pour vous donner des cas véritablement concrets d'utilisation de l'IA pour répondre à ces enjeux. On va vous jouer une petite vidéo. Mélanie, si tu peux la mettre pour le live aussi. Je crois que c'est le moment. Vous allez avoir... Ah, je m'entends. Alors, qu'avez-vous ressenti en voyant ces images? Et il me semble, Mélanie, que c'est le moment où vous allez pouvoir répondre à une première question sur Livestorm. Donc, normalement, tous ceux qui sont en visio et tous ceux qui sont ici connectés sur Livestorm vont pouvoir avoir accès à la question et y répondre. Et je te laisserai... Je voudrais une petite question avant. Ah bon? Ouais. Mince. On avait la partie... Est-ce que ça vient... Bah, on peut la poser... Juste qu'il soit sur la bonne question sur Livestorm. Vous avez un sondage. Eh bien, je vous laisse y répondre. Peu de temps aussi pour que les personnes en visio puissent y répondre. J'entends pas. Allez, les joies du direct. On enchaîne. Ouais. Peut-être, Hugo, tu voulais rebondir sur cette première vidéo? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà, est-ce que potentiellement il y a une courageuse ou un courageux dans la salle qui veut nous exprimer en quelques mots un peu ce qu'il a ressenti, vu qu'on n'a pas forcément le retour là tout de suite du live? Vas-y, je t'écoute. S'il vous plaît. Ces vidéos, ça m'a donné envie de faire attention effectivement à la RSE, autant dans ma vie personnelle que
avoir des cours, moi je suis en ressources humaines par rapport à la RSE. Effectivement, la RSE, c'est souvent un domaine qui est lié aux ressources humaines dans une entreprise. Voilà, si vous avez des conseils à nous donner pour bien se renseigner et voilà, selon le domaine dans lequel on travaille, comment vous mettez des actions en place. Ok, donc je pense que je vais répéter pour celles et ceux qui sont en live. Si j'ai bien compris, c'est ouvrir un peu l'esprit à ça et surtout comment je peux transposer les RSE dans l'entreprise dans le cadre de la formation en ressources humaines. C'est ça? Condensé. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Ça, c'est l'effet Netflix. Plus on met des trucs catastrophiques à l'écran, moins il y a de... Tu vois, ça devient terrible. Ok. On passe sur le volet environnemental et puis on va vous passer une deuxième vidéo qui est celle du projet Greenlight qui a été développé par Google. Top. Ça, typiquement, c'est un exemple clé de comment j'utilise l'IA pour en fait, faire évoluer un système existant pour répondre à une problématique environnementale et indirectement sociétale. Et ce qui est fantastique dans ce projet, qui est en expansion constante, c'est que grâce à l'IA, grâce à un ensemble de données, qui vont être des données qui vont être issues par exemple de Google Maps, qui est quand même largement utilisé dans certaines parties du monde par les automobilistes, Waze, qui appartient aussi à Google, corrélé aussi avec des informations qui sont en fait partagées avec nous par exemple des opérateurs chargés d'entretenir les infrastructures routières ou par des villes en tant que telles. L'ensemble de ces données sont analysées de manière à dire, bah voilà, il y a effectivement une problématique d'embouteillage. Ces embouteillages vont générer naturellement de la pollution sonore également, avec les klaxons, ce genre de choses. Et en fait, comment, tout simplement, je réponds à cette problématique en changeant ou en décalant des feux de signalisation ou en changeant leur durée. Et en fait, l'impact est énorme et en constante évolution. Ça, typiquement, c'est un des champs des possibles. On passe maintenant au volet économique. Normalement, il y a une petite question là. Mais je t'en prie. Alors, effectivement, il y a un petit sondage qui doit apparaître normalement sur Livestorm. Vous ne l'avez pas encore? Ça arrive. Alors, c'est dans l'oreillette en régie. ouais. C'est bon. C'est bon?
Pas de points à gagner, hein. Ça ne va pas compter dans votre moyenne, tout va bien. Est-ce qu'on a un petit retour? Un retour, mais moi je ne sais pas pourquoi. Bon. Si je vois bien, donc une majorité d'entre vous ont répondu 137, c'est ça. Ensuite 73, ensuite 37 et ensuite 291. Et bien la bonne réponse c'est 37. 37 radars qui servent à en fait analyser la météo en Afrique. Pour vous donner une idée, 291, c'est le nombre de radars en Amérique du Nord. Pourquoi en fait je vous parle de ça et je vous mets un lien avec la partie économique. On peut passer sur la slide d'après. C'est tout simplement que ça, c'est une des verticales sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler. C'est de travailler en fait avec des gouvernements ou des agences météorologiques en Afrique pour utiliser des données et en fait développer des modèles d'intelligence artificielle pour mieux prédire la météo. Donc, on va avoir Nowcasting, qui est du coup cet outil en tant que tel, et ensuite le Flood Hub. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que, naturellement, on va avoir des phénomènes météorologiques qui, au fur et à mesure de l'évolution, notamment du climat, vont être extrêmes, de moins en moins prévisibles, et du coup vont mettre en péril des vies humaines à proprement parler. Donc typiquement, ce que vous avez en screenshot là, c'est le Flood Hub qui a eu il y a quelques jours, qui identifiait l'évolution du cours du fleuve Niger, de manière à dire aux populations, par l'intermédiaire d'alertes gouvernementales ou directement sur leur téléphone, qu'il va y avoir une inondation imminente qui peut impacter leur vie et également leur activité économique. Et ça, c'est primordial de le savoir, parce que du coup, ça permet de prévenir les risques, ça permet de réduire les dégâts et les pertes en vies humaines, ça permet aussi aux hôpitaux de mieux anticiper potentiellement un afflux de patients qui va être important. Et en fait, le pendant sur la partie environnementale, c'est quoi? C'est que typiquement, un agriculteur qui est en mesure de mieux appréhender et de mieux savoir quand il va pleuvoir, potentiellement, il va utiliser moins d'engrais. Donc, il va avoir pareil une empreinte en fait, qui va être moindre par rapport à une activité nominale dans un champ. Et donc, ça va lui permettre aussi d'améliorer la situation de food safety, d'être en mesure aussi de produire localement et de continuer à produire pour nourrir les populations locales. Donc ça, c'est un outil qui est clé. Et puis, si on l'étend aussi à un monde maritime, c'est qu'en fait, on a beaucoup, par exemple au Sénégal, de pêcheurs qui ont une activité indispensable économiquement et aussi pour nourrir des populations. Si ces marins-pêcheurs ils sont en mesure aussi d'avoir de meilleures données sur la météo, même à 7-15 jours, ça peut leur permettre aussi d'éviter de se retrouver en mer avec des conditions compliquées, ou alors de mieux anticiper ça, et donc potentiellement d'avoir une approche de stock ou d'avoir une approche de pêche plus raisonnée. On va passer à la partie sociale, et là également, on a normalement un petit sondage.
On va considérer que les votes sont clos. Alors, on a 52-53% à l'aide d'une puce sous la peau. De vous à moi, est-ce que ce ne serait pas un peu terrible de commencer à mettre des puces chez les êtres humains? Je pense qu'on s'oriente vers des notions un peu complexes en termes d'éthique. Dieu merci, non. C'est effectivement le choix qui est ex aequo derrière, c'est en prenant une photo selfie de l'œil. Tout simplement parce qu'en fait, chez les patients qui sont atteints de diabète de type 1 ou 2, en fait, il va y avoir une incidence dans les vaisseaux sanguins rétiniens. Et en fait, le fait de prendre ce selfie, ça va nous permettre, via un téléphone, d'identifier si effectivement une anomalie en termes d'insuline. Et donc, dans la suite, en fonction des zones et en fonction des autorisations qui sont accordées par l'utilisateur, ça peut prévenir le médecin ou des proches, ou ça peut se mettre en lien avec la pharmacie locale pour vérifier éventuellement s'il y a un stock suffisant de médicaments pour pouvoir répondre à ce besoin à un instant T. Et si on passe du coup sur la partie Google for Health, c'est forcément du développement durable sans être du développement durable, mais tout ça est lié naturellement. On va se parler très rapidement de 3 choses. L'aide au diagnostic, la partie recherche et la partie santé publique. L'aide au diagnostic, c'est quoi? C'est qu'en fait, à partir de l'IA, donc là typiquement on a 2 exemples qui vont être en Afrique et en Inde, on a des contraintes qui vont être des contraintes matérielles, de la mise à disposition pure et simple de matos. Donc si je prends des femmes enceintes pour faire des échographies, pour suivre la grossesse, il y a certaines zones du monde où concrètement on n'a soit pas assez d'appareils, soit des opérateurs qui parfois n'ont pas les connaissances et la formation suffisante pour interpréter les clichés. Et donc ce qui est fait à l'aide de l'IA, c'est par exemple de permettre d'avoir des sortes de vannes mobiles qui vont dans ces zones. On forme et on travaille avec des associations locales de manière à avoir du matériel. On fait ces échos et en fait, ces échos, elles sont directement envoyées et analysées par l'IA pour détecter si la grossesse se passe bien ou s'il y a une anomalie, de manière à rediriger la parturiente vers un centre hospitalier adapté, le cas échéant. C'est pareil pour la partie, on a ça qui existe également pour le cancer du sein et on a aussi ça qui existe en Inde pour la tuberculose. Donc c'est pareil, ça va être de la radiologie, de l'analyse par l'IA de la santé des poumons. Et en fait, à partir de quoi on peut tout de suite détecter les prémices de la maladie de manière à apporter une réponse et donc traiter les patients et éviter qu'en fait il y ait une aggravation du nombre de cas sur une zone ciblée. La partie recherche, c'est une partie aussi super importante. Donc la photo que vous voyez, c'est un collègue qui est aux US. Et en fait, son enfant, un jour, a fait une crise. Il est allé à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, on lui a appris que son enfant avait une maladie assez peu connue, très grave, qui ne se soigne pas, qui est la maladie d'Alexander. Et donc, vous imaginez un parent qui a un enfant, la chair de sa chair, qui tout d'un coup découvre ça, ne sait pas du tout ce que c'est. Et en fait, pourquoi je vous parle de lui? C'est parce que il est comme vous et moi, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas médecin, il n'est pas chercheur, il ne connaît rien. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à utiliser l'IA pour croiser des documents, pour apprendre des choses, pour vulgariser des choses. Et en fait, il a commencé à comprendre un petit peu mieux ce qu'était la maladie de son fils. Et par l'intermédiaire de ça, il a réussi, lui, à trouver des moyens, des médicaments qui, à la base, qui n'existent pas du tout pour cette maladie. Et en fait, il a réussi à trouver des corrélations entre le médicament et la pathologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi à contacter des chercheurs en leur disant, voilà, j'ai utilisé l'IA, j'ai croisé un certain nombre de données parce que forcément, ça me touche et j'y consacre du temps. Et en fait, j'ai trouvé ça. Et il s'avère que c'est vrai. Il s'avère qu'en fait, ces chercheurs ont induit que les médicaments, qui à la base étaient pour une toute autre maladie, pouvaient améliorer la vie des victimes et des patients. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le domaine de la recherche médicale, vous avez des sommités de par le monde qui écrivent en fait, des rapports, mais ces rapports, ils font quoi? Ils font 300, 500 pages. Et vous et moi, on n'est pas en capacité d'analyser ça, on n'est pas en capacité de le croiser. L'IA peut le faire en quelques secondes, minutes. Et en fait, c'est ça aussi qui est d'une richesse absolue. Et enfin, la santé publique. De plus en plus, tout le monde a un téléphone dans sa poche. En fait, de plus en plus, on va inviter les gens à utiliser des outils qui vont permettre de faire de la détection et de l'aide au diagnostic. Donc, typiquement là, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour prendre une photo de sa peau et en fait pouvoir prévenir éventuellement de maladies qui sont liées à la dermatologie. Et ça, pareil, c'est des choses qui vont de plus en plus arriver dans le quotidien, qui peuvent
aussi aider à mieux détecter ou de manière plus précoce et à renforcer des zones de prévention dans des déserts médicaux. On va maintenant parler de l'intelligence artificielle et de son futur. C'est une question, je pense, qui vous brûle les lèvres, qui vous... y a un sondage, Mélanie, qui est lancé. Et donc, on va ouvrir les perspectives sur comment bâtir l'IA du futur. Est-ce que le sondage est live? Ok, on y va dessus. Alors, on va se parler un peu de consommation énergétique quand même. Je suis aussi ici pour apporter une dédramatisation, un message d'espoir. Alors, vous avez raison. Oui, alors ça évolue sans cesse, mais la réponse, c'est l'industrie lourde mondiale en acier, en ciment et en produits chimiques. On passe à la slide suivante si ça te va. Alors, pour ouvrir un peu le débat et la suite, je vais vous parler d'AlphaFold. On a une entreprise au sein du groupe Google qui s'appelle DeepMind et qui est en fait une équipe d'ingénieurs qui travaille sur un certain nombre de sujets, y compris la modélisation 3D. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le champ des possibles à travers ça, il est absolument immense. Il va traiter des problématiques environnementales, des problématiques sociétales, des problématiques économiques et on a encore une petite vidéo pour vous. Ça ne fait que commencer, on n'a pas de réponse absolue aujourd'hui, vous l'aurez compris. 91% du plastique jamais créé depuis son invention n'a jamais été recyclé. Donc, ce qui crée aujourd'hui des zones dans le monde en fait, d'encombrement de plastique ou même des continents carrément flottants sur l'océan, c'est ça. Et en fait, le fait de modéliser en 3D en utilisant l'IA, ça peut permettre de trouver des éléments de réponse et donc d'avoir des bactéries qui vont dévorer ce plastique et qui vont le détruire, entre guillemets, écologiquement, de manière à éviter son enfouissement ou le fait que ce soit brûlé, etc. Et du coup, on arrive sur la fin de cette présentation. Malheureusement, je ne pouvais pas couper ça sans vous envoyer quelques chiffres à la figure. L'étude comparative des empreintes carbone. Bon, vous l'avez là à l'écran, on est à 4%, c'est ça, sur le secteur numérique. Alors là, vous pourrez vous dire, putain, c'est génial, 4%, entre guillemets, c'est que dalle et compagnie. La mauvaise nouvelle est sur la slide suivante, c'est qu'en fait, c'est en constante augmentation, et cette augmentation, elle est exponentielle, c'est-à-dire qu'elle est bien plus importante que l'augmentation de consommation des autres secteurs. Et il y a plein de raisons à ça, dont on va parler. Il y a naturellement la production d'électricité, il y a les data centers, et puis il y a aussi ce qu'on a toutes et tous, un téléphone portable, un ordinateur, qui font appel à des ressources minières rares, et d'une certaine manière, on délocalise le problème. Et enfin, en fait, on va comparer un peu ce que ça coûte de faire une recherche sur l'IA par rapport à d'autres usages, d'accord? Donc,
Vous le voyez, on a comparé ici un vol en avion, la production d'un smartphone, une commande sur Internet, etc. Le chiffre à retenir, c'est naturellement, dans le cadre de cette masterclass, la consommation de l'IA, donc 0,004 kg. Concrètement, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de l'ensemble des documents que la requête va embarquer, si c'est une vidéo, si c'est une photo, ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, ça va dépendre naturellement de l'IA en tant que telle ou de son niveau. En dessous, vous avez la conso d'une simple recherche sur Google Search. Donc le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est parfois, quand vous utilisez ChatGPT et que vous lui posez une question vraiment basico-basique, interrogez-vous quand même 30 secondes sur est-ce que finalement je ne pourrais pas avoir ça sur un moteur de recherche en disant voilà, si je veux savoir la météo à Marseille, je n'ai pas forcément besoin de demander à de l'IA quelle va être la météo, je vais avoir une réponse assez facile et accessible à partir d'un moteur de recherche basique. Donc voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que naturellement les entreprises, les gouvernements, etc. ont un impact, mais qu'une fois de plus, vous et moi en tant qu'utilisateurs, c'est notre comportement qui fait aussi toute la différence au quotidien. La conclusion, pour une fois, ça va tenir assez simplement, c'est que l'IA, ce n'est pas une fin en soi. L'IA, c'est un outil et ça va le rester. C'est une révolution que vous vivez. On n'en prend pas encore forcément compte parce que c'est des choses qui sont super nouvelles et qui vont très vite, qui vont façonner la vie de demain, qu'on le veuille ou non. Mais par contre, ça reste un outil. C'est-à-dire que ça ne remplace pas votre cerveau, ça ne remplace pas votre intelligence émotionnelle et humaine, votre façon à interagir avec les autres. Ça demeurera, et Dieu merci. En revanche, naturellement, ne tombons pas dans le tech-washing. Tout ça a une incidence, on va le voir, je pense, dans vos questions-réponses. La consommation énergétique pour faire face aux puissances de calcul, elle est immense, elle ne fait qu'augmenter et donc elle a une répercussion. Pareil pour la partie data center et les volumes d'eau qui sont utilisés pour refroidir les data centers. Tout ça est exponentiel. Maintenant, on peut difficilement arrêter la course au progrès et le changement. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si on est bon dans les temps, mais on passe au Q&A. Merci Hugo. Oui, on est dans les temps. Il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc je vais retourner sur le live. Et dans l'onglet questions, je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions. C'est très bien. Ici aussi, dans la salle, vous pouvez lever la main et on viendra vous interroger. On a Axel qui nous demande si l'IA, elle s'interroge si l'IA pose un problème éthique dans le milieu médical. Alors, il faut savoir que il y a forcément des IA, il y a un milieu médical au sens large et il y a des réglementations qui sont la plupart du temps nationales. Donc, ça pose une question naturellement, mais c'est une question qui est traitée avant même de déployer les outils pour faire face et pour respecter la réglementation locale. Et aussi, alors, au-delà de l'IA, la question de la donnée et de la donnée de santé, elle est cruciale. C'est des éléments qui sont travaillés par les hôpitaux eux-mêmes la plupart du temps. Je pense que vous avez sans doute ou pas encore passé sur le dossier médical. Donc concrètement, vos données médicales de dossier de sécurité sociale sont maintenant numérisées. En fait, typiquement, ça déjà, ça pose question d'un point de vue éthique. Qui peut y accéder? Comment? Pourquoi? Imaginons un médecin à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, par exemple. Pour accéder à un dossier patient, il faut que ce soit son patient. S'il accède à un dossier qui ne correspond pas à son patient, il va y avoir une alerte de en fait, le médecin a consulté une information qu'il n'est pas censé consulter. Donc ça, naturellement, c'est lié au secret médical, qui est un élément primordial sur la partie santé et qui est transposé sur la partie IA. La partie IA, en fait, elle va anonymiser, comme à peu près toutes les données des patients, de manière à ce que en fait, un ingénieur chez nous ne puisse pas savoir précisément que c'est monsieur ou madame X qui a malheureusement développé telle maladie et qui est traité avec tel traitement. Bien sûr, ce ne sont pas des éléments qui sont possibles. Et aussi, plus largement, la partie éthique, pour s'assurer que quelque chose est éthique, en fait, il y a un certain nombre d'entreprises comme Google qui s'engagent sur des principes, et c'est bien normal. Il y a une fois de plus la réglementation,
Et aussi, ce qui fonctionne, c'est que le fait que la plupart du temps, les modèles en tant que tels soient ce qu'on appelle en open source. Ils sont disponibles gratuitement et librement. Et en fait, ça permet aussi d'échanger entre entreprises des bonnes pratiques et ça permet en fait d'auditer librement l'outil et son utilisation. Merci Hugo. On a une question en public, j'arrive tout de suite après. J'en profite, je vais me faire un peu l'avocat du diable à travers la question de Bénédicte. Google peut-il, malgré ses actions RSE, prétendre avoir des pratiques responsables puisque ses intérêts économiques poussent à aller à l'encontre de l'éco-responsabilité, entre parenthèses, développement d'outils gourmands en énergie et lancement de nouveaux modèles de produits attractifs chaque année par exemple? Très bien. Alors, depuis 2007, Google est neutre en carbone. Ça, c'est le premier élément. On a un certain nombre de data centers qui sont boostés à l'IA. Et en fait, ces data centers, ils sont 6 fois moins énergivores que la plupart des data centers dans le monde. Il y a beaucoup d'engagement qui est pris par Google en matière d'écologie et en matière de développement durable. Depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises, en fait, on fonctionne sur l'ensemble de nos sites avec une énergie qui est 100% renouvelable. Et l'objectif groupe, c'est qu'en 2030, on fonctionnera avec, avec une énergie qui est 100% décarbonée et neutre en carbone, et 100% sans carbone. Voilà, c'est la belle réponse corporate de Normand. Merci Hugo. Il y avait une question dans le public. Je vais te donner le micro. Au niveau de la slide qui faisait dramatiser le biodata qui va engendrer l'IA. Ouais. 100 kg pour un vol Paris-Athènes et 0,44 pour une recherche VLA type Chat ou Gemini. Sauf que la consommation de recherche type Chat ou Gemini, elle est peut-être 15, elle même voire 100 fois plus élevée que le nombre de recherches d'un vol Paris-Athènes. Et aussi derrière, vous dites qu'il vaut mieux utiliser simplement une recherche Google. Sauf que lorsqu'on fait une recherche Google un peu poussée, il y a Gemini qui intervient directement et qui nous donne une réponse. Donc l'IA, elle est quand même fonctionnelle à ce moment-là. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair. En fait, c'est pas la recherche sur le vol Paris-Athènes, hein, c'est le vol en tant que tel, c'est-à-dire c'est l'utilisation de l'avion. Je veux dire, donc là, ça revient encore plus au même parce que du coup, forcément, la recherche chat, étant donné qu'il y en a 20 fois plus, elle va forcément engendrer plus de data qu'un vol. Il va forcément vraiment au niveau de consommation de data. On recherche sur le chat, comme on en fait tous ici, énormément durant les cours. Ici, on génère énormément de data, que ce soit dans un macro-environnement comme ici. Donc forcément, on est hyper représentatif de combien de data on va consommer. Alors c'est tout à fait ça. En fait, ce que tu décris, c'est effectivement la partie scale de la chose. C'est que naturellement, même si je veux pousser le vice, il y a dans un Airbus A320, il y a, j'en sais rien, 200 passagers. Et donc on peut prendre la console, la diviser par le nombre de passagers, etc. Bon, en fait, effectivement, ce qui crée le poids et ce qui crée en fait l'ensemble de cette slide et de dire c'est une croissance exponentielle, c'est qu'effectivement, il y a une démultiplication énorme du nombre de recherches, de la récurrence des recherches aussi, du nombre d'utilisateurs. Donc tout ça forcément a un poids. Et c'est bien ça aussi le message, c'est qu'effectivement, il faut le dédramatiser un peu parce que malheureusement, on ne peut pas être complètement binaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire allez hop, j'arrête tout du jour au lendemain parce que malheureusement, le monde avance. Mais en revanche, oui, il y a cette question à se poser. Si je réponds aussi à la partie, parce que je suis super curieux, donc tu cherches sur Google Search et tu as Gemini qui apparaît, tu utilises un VPN ou pas? Non. Ok, alors désolé parce que sinon je ne sais pas si tout le monde entend. Moi, j'ai fait une recherche Google et lorsque la recherche avait poussé une longue question type que je demande à la chat, Gemini rentre directement, c'est-à-dire qu'on a la recherche Google, on a un câble où Gemini apparaît. Alors c'est normalement c'est bloqué en France. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être un VPN. En fait, d'ailleurs, ça a fait c'était dans la presse un certain nombre de fois. C'est en fait aujourd'hui pas disponible en France. Voilà, effectivement. Alors, pour répondre à ta question aussi, et pour pousser un peu le truc, tout l'enjeu aussi du développement de ces outils et de faire en sorte qu'ils soient plus responsables demain, c'est notamment du point de vue des entreprises comme Google de réfléchir à comment mon IA, elle va être moins énergivore et du coup, comment je vais réduire son impact. Par exemple,
si tu veux, bon, on va quand même imaginer que 40% des personnes vont poser une question assez similaire ou assez semblable sur ChatGPT, Gemini, etc. En fait, plutôt que de relancer la bécane from scratch et donc de refaire l'ensemble du parcours de recherche pour pousser la réponse, en fait, de plus en plus, on va avoir par exemple des modèles qui vont stocker la réflexion, stocker la recherche et en fait la ressortir directement. Ce qui fait que d'une certaine manière, on a cette différence et on réduit considérablement l'énergie qui est employée. Naturellement, en fait, tout ça, malheureusement, va continuer à accroître son empreinte de toute façon. Donc voilà, c'est un jeu dans les deux sens, c'est des bonnes pratiques et c'est du côté des industriels de continuer à travailler de manière à réduire ça. Merci pour ta question. On va prendre aussi on va peut-être prendre 2 dernières questions, vu le temps qui passe. On a une question, ces dispositifs pour prévenir les populations locales n'est qu'une solution temporaire. Avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles seront plus fréquentes et inévitables. Y a-t-il des projets en cours sur un aspect plus long terme pour venir en aide à ces populations vivant dans ces zones à risque ? Alors, pour répondre spécifiquement à la question, je vais être complètement transparent sur le fait que je n'ai pas tous les éléments de réponse. Parce qu'en fait, ça va bien au-delà de Google, d'une certaine manière. Donc, il faut savoir qu'à côté de mon job, ça fait plus de 18 ans que je suis à la Croix-Rouge française et du coup, je suis assez sensibilisé sur tous ces sujets. C'est de la gestion de crise et c'est en fait un aspect de la réponse qui fait appel à des gouvernements, à des organisations internationales, à des organisations de réponse de crise. Naturellement, les enjeux de demain vont être de plus en plus impactants en termes de récurrence, de fréquence et d'aggravation des phénomènes climatiques. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels l'IA peut tenter d'apporter des éléments de réponse. Donc par exemple, mieux les prévoir, voir qu'effectivement ça va arriver de manière à, au court terme, apporter une réponse. Ça va aussi permettre potentiellement aussi d'analyser, donc par exemple, il va y avoir des modèles d'IA qui vont utiliser des images satellites, qui vont mieux cartographier de la déforestation et donc qui vont permettre d'enrichir un peu le débat et les données en disant il faut que les gouvernements prennent telle action sur tel pan, par exemple. Concrètement, c'est un peu les sujets, les réponses, là, la réponse qui me vient en tête. Naturellement, demain, il va y avoir de plus en plus de déplacements de population, il va y avoir de plus en plus de phénomènes migratoires de par le monde et c'est un élément qui va être primordial et qui doit être anticipé, mais qui doit être anticipé mondialement, quoi. Merci. On va prendre encore 1 ou 2 questions avant de conclure. Est-ce que déjà aussi dans le public il y a des questions? Sinon je prends dans le chat. Alors, avez-vous des conseils à donner à des personnes qui veulent s'investir et se spécialiser dans l'IA? Et j'en profite, j'ai vu une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a des conseils aussi pour des étudiants qui voudraient travailler chez Google? Voilà, est-ce qu'on peut une réponse avec ces 2 questions? On va pouvoir faire un bundle sans problème. Comme je le disais en intro, être curieux. Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou pas, mais normalement j'ai transmis l'info à votre direction. C'est qu'en fait jusqu'au 9 décembre prochain, vous pouvez en tant qu'étudiant en France aller vous connecter sur, alors je ne sais plus quel site, mais ça vous sera circulé. Concrètement, Google vous propose 1 an d'abonnement à Gemini Pro gratuitement. Donc ça, typiquement, c'est un truc sur lequel, honnêtement, je vous encourage à plonger. Ça vous permet d'accéder à plein de fonctionnalités, ça vous permet d'accéder à du stockage et en fait, ça vous permet de découvrir des choses. Donc la première des réponses, c'est être curieux, d'accord ? Ensuite, je pense qu'il va y avoir une évolution dans les entreprises au fur et à mesure sur de l'IA, qui va être dans un premier temps des équipes plutôt spécialisées, qui ensuite va généraliser, comme c'est le cas assez couramment. Il va y avoir aussi des établissements qui vont proposer des formations. Naturellement, c'est un sujet qui est encore très neuf. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen de l'appréhender, c'est de vous astreindre d'une certaine manière à l'utiliser de manière raisonnée et raisonnable, c'est-à-dire dans le cadre de vos études, quand même continuer à faire fonctionner votre cerveau et votre capacité de réflexion et votre esprit critique. Mais ça, c'est un élément primordial. S'agissant de rentrer chez Google, c'est assez classique. Google propose des stages, Google propose de l'apprentissage.
Et ensuite, vous avez la porte d'entrée assez classique, je dirais, qui est donc les équipes dans lesquelles j'ai commencé, en GCS, qui sont basées à Dublin, pour le coup, et qui, en fait, voilà, recrutent toute l'année. On recrute des profils d'écoles de commerce, de fac, etc. Généralement, après, je dirais, 2-3 ans d'expérience, il n'y a pas des profils junior-junior. Il y a une évolution de ce point de vue-là. Et en fait, ça va vous apprendre, alors déjà, ça vous met les pieds chez Google, ça a une énorme base d'apprentissage aussi sur des techniques de vente. Et ensuite, ça vous permet d'avoir un réseau d'entreprises qui est quand même assez fabuleux, puisque voilà, vous avez la possibilité de parler à des CEO d'entreprises sur des sujets stratégiques et de les accompagner dans toute la France, dans le monde entier et dans plein de business différents. Merci Hugo. On prend une dernière question avant de conclure, puisqu'on a une petite vidéo pour terminer. On a Vadim qui nous demande si l'IA risque-t-elle de creuser les inégalités entre les pays technologiquement avancés et ceux qui le sont moins, ou au contraire de redistribuer le pouvoir grâce à l'accès universel et à la connaissance? Ça, c'est une super question. C'est une super question. Alors, attends, juste pour reformuler. Alors, accroître les inégalités. Concrètement, l'accès à l'IA, je dirais que l'IA en tant que telle est une chose, mais surtout l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus grosse des difficultés, in fine, dans certaines régions du monde, c'est l'accès à l'information tout court. Donc, c'est l'accès à Internet, par exemple, l'accès à un téléphone mobile, un ordinateur. Donc, il y a déjà ce premier pan-là. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet rebond, parce que, in fine, avec la société et l'évolution des techniques de production, on a de plus en plus on a une baisse des coûts d'une certaine manière sur des devices, et donc il faut en produire plus, et donc il faut avoir un impact environnemental qui est davantage, qui est nettement supérieur. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque qu'il y a des pays développés qui aillent plus vite. Vous le voyez aujourd'hui un petit peu sur la scène internationale. En fait, on a les États-Unis qui sont très avancés d'un point de vue IA. On a la Chine qui est très avancée d'un point de vue IA. On a un certain nombre d'initiatives en Europe, je pense par exemple à Mistral en France, qui développent leurs propres outils, mais il y a aussi une approche réglementaire qui va être radicalement différente entre ces zones du monde. Il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes questions, et donc ça va induire des développements qui vont être différents. Ça, c'est un premier élément de réponse. Sur la partie connaissance, je pense que le terme il est vachement bien choisi, il est important, parce que ce qui fait la différence demain et dès aujourd'hui, c'est la connaissance. C'est en fait la connaissance de mon environnement, c'est la connaissance de manière générale, c'est éviter de me cantonner à des bribes d'informations. Le danger aujourd'hui, c'est que de plus en plus on scrolle sur des stories, sur ce genre de trucs, et en fait on a notre capacité d'attention qui est plus que limitée, ça ne fait que décroître, hein, c'est des études qui le prouvent. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on a moins de temps à consacrer au sujet sur des informations qui ne sont pas toujours fiables et de qualité. Et donc, d'une certaine manière, le fait d'être mieux éduqué, entre guillemets, d'avoir accès à des informations plus complètes, de forger son esprit critique, de diversifier ses sources, ça permet aussi de faire évoluer le niveau d'éducation dans des zones. Et donc, d'une certaine manière, d'aider des gens à ne plus se cantonner à ce qu'on leur a biberonné pendant des années, d'une certaine manière, d'avoir une ouverture sur le monde, sur d'autres façons de faire. Alors, tout ça, naturellement, peut être sujet à plein de controverses. Néanmoins, pour moi, la connaissance, c'est un outil demain pour plus d'égalité, et en tout cas pour une égalité des chances, je dirais. Merci Hugo. Il va être temps de conclure. On va terminer avec une dernière vidéo qu'on voulait vous présenter. Le chat l'avait deviné, ou certains peut-être d'entre vous le savaient aussi. On aura l'immense honneur d'être accompagné par Google pour ce Talent Game, l'édition de ce Talent Game. Donc j'espère que vous avez pris des notes, retenu beaucoup d'informations, puisque vous allez dès lors travailler dessus et réfléchir à la problématique qui vous sera bientôt exposée.
Merci à tous d'avoir suivi cette masterclass. Merci. Merci aussi dans le live. Et bon appétit à tous. Merci Hugo. Je t'en prie, merci à toi.